avec nous ce soir. On start ça frais de même. Si vous nous connaissez, vous savez que ça va être... Ça va être short. On va répondre à une question. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cet épisode, premier épisode devant public. Si vous cherchez où était l'humour ici, c'est moi dans un festival d'humour. Je suis bien étonnée, en fait, d'être à Comédia. Ça prenait juste Gabriel pour me traîner ici. Tu vas peut-être avoir la piqûre, là. Moi, je le dis, tu vas aller faire un petit 5 au show après. Pas sûr. Donc, merci à Comédia de nous recevoir. Et là, aujourd'hui, on a décidé de faire la formule road trip qu'on a baptisée ainsi parce qu'on jase. Non, c'était dit le premier qu'on avait fait pour accompagner. Les gens nous écoutent beaucoup sur la route, c'est ce qu'on a compris. Beaucoup de gens qui nous disent je faisais la longue route, j'ai fait le parc des Laurentides, c'était vraiment, vraiment long. Puis là, c'était le fun, vous entendez parler de plein de choses. Puis j'aime apprendre bien des affaires comme ça le soir quand j'en parle à mon chum, j'ai l'air intelligente ou versus j'ai l'air intelligente devant ma blonde. Alors, c'était un peu l'idée de faire comme on fait plusieurs sujets pour vous fournir finalement plein d'anecdotes croustillantes. C'est ça, pour donner l'impression que vous êtes intelligent. En fait, c'est vraiment pour ça qu'on fait cette formule-là. Vous avez vraiment écrit ça, Donc, on a pris plein de vos questions sur notre magnifique groupe Facebook, Evelyne et Gabriel. Là, venez pas nous écrire si on répond pas à votre question. On s'excuse. C'est juste qu'on a 1 heure. Et vous le savez, ça pourrait être un épisode qui pourrait facilement durer 4 jours. Donc, sans plus tarder, Evelyne, t'es prête? Parce qu'on fait tout ça sur le fly, là. On fait tout ça sur le fly. Et vous avez la preuve que j'ai pas de notes. Zéro note. Donc, vous êtes prêts? OK. On a Yann de Repentigny qui nous demande pourquoi autant de rois de France se sont appelés Louis. Pourquoi, en effet? Bon, c'est une bonne question, mais il y a une vraie réponse à celle-là. Dans les faits, il faut remonter au Moyen-Âge, les anciennes dynasties, mérovingiens, tout ça. Vous connaissez peut-être Clovis Ier, pour ceux qui sont vraiment des fans de Moyen-Âge. Quand on prend le nom latin de Clovis, donc Clovidus, puis à un moment donné, il y a même un X, Xlovidus, tout dépendant de comment c'était écrit de la langue. Et à un moment donné, ils ont fait un petit raccourci, c'est devenu Ludovicus. Et donc, dans la généalogie de plusieurs rois de France, il y avait des Louis, mais il y a eu des Charles, il y a eu des Henri. C'est les trois, la Sainte Trinité, finalement, des noms des rois de France. Mais sous les Bourbons, donc si on s'en va vraiment fin Moyen-Âge, Renaissance. Donne-moi 2-3 Bourbons connus. Non, mais les Bourbons, je te parle. Louis XIV. Louis XIV, parfait. Mais un peu avant les Bourbons, déjà, il y a des Louis qui apparaissent. Mais quand on arrive à l'époque, effectivement, là, plus de fin Renaissance, époque moderne, là, c'est comme les champions des Louis. Ils se sont dit, c'est un nom qui donne des bons rois. C'est les rois les plus reconnus. Ce sont eux qui ont fait les choses les plus intéressantes, les Louis. Fait qu'on va nommer nos fils Louis. Voilà. Ben, mon Dieu, c'est une réponse courte. J'étais comme surprise que tu arrêtes là. Je fais attention. Parfait. OK, on continue avec Penny Laberge qui nous demande, dans les livres du 17e, 18e siècle, quelles étaient les histoires qu'on y retrouvait? Parce qu'on voit toujours les grandes bibliothèques de palais, mais qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Oui, il y a quand même beaucoup de choses. 17e, 18e siècle, les livres sont imprimés, d'une part, donc ça circule beaucoup. Et on aime avoir dans les collections, vous aimez les grosses bibliothèques, peut-être royales en Espagne et tout ça, là, El Escorial et tout, c'est des bibliothèques avec du 40 000 volumes qui datent de ces époques-là. On collectionne, on a autant des traités de médecine arabe parce que la médecine en Europe, tu sais... Ça traîne de la patte. On aime un peu ces choses-là, mais on aime beaucoup la philosophie. Fait que, Descartes, Emmanuel Kant, Voltaire vont se trouver dans toutes les bibliothèques. Les commentaires sur Aristote, c'est de la littérature populaire, mais on va avoir aussi 16e, 17e, 18e siècle. Shakespeare est un classique partout. Une bonne bibliothèque, 17e, 18e siècle, 100 pièces de Shakespeare ou plus tard de Molière ou même de Jean Racine. C'est pas une bonne bibliothèque. Ça compte pas. Ça prend ce genre de contes. C'est des contes. Quand on pense à Jean Racine... C'est quand les frères Grimm? Quand ça arrive plus tard, fin 18e, tournant 19e. Non, mais je suis pas pire, là, quand même. Moi aussi, je drop des connaissances. Pas exclusif à Evelyne. Non. Mais il ne serait pas dans les bibliothèques 17e, 18e, plus 19e. Mais Perrault, par contre, dont les frères Grimm se sont inspirés des contes de Perrault, Cendrillon et tout ça. Oui. Barbe Bleue.
C'est vrai que c'était vraiment plus trash, les contes de Grimm, là. C'était pas comme Disney, là. Perrault vraiment... aussi, c'était vraiment plus trash. Oui. La petite sirène, là, vous irez voir le conte original, puis vous lirez pas ça à vos enfants. Je vous dis ça comme ça. Non, ça finit rarement bien. Le but, c'est de faire peur pour que, justement, ce sont des contes, on va dire, moraux, philosophiques. Les Fables de La Fontaine aussi sont très populaires à cette époque-là parce qu'on enseigne tout en divertissant. Fait que c'est pour ça que ces histoires-là prennent quand même pas mal de galons. Puis, tu sais, Candide de Voltaire, que vous avez peut-être été obligé de lire au cégep. Je sais que c'est un favori des profs de littérature. Tout le monde a roulé les yeux comme « fuck! » Nous, aujourd'hui, on est comme « Ah, non, pas ça. Ah, bon, ça, c'est un gros conte philosophique. » C'était le best-seller du 18e siècle. Voltaire et Candide, où il critiquait la société de son époque. Mais quand on ne vit plus à cette époque-là, on est comme... Il va-tu finir par se passer quelque chose? Mais eux, c'est leur vie, c'est leur société, c'est une critique de la politique que peu de gens se permettaient. C'est le best-seller, en fait, je veux dire, du 18e siècle. Mais j'ai deux questions sur les livres encore. C'est quoi un livre d'heures? Les livres d'heures, ça, c'est des livres de prière. C'est sûr que dans les collections de livres, il y a beaucoup de livres religieux en Europe parce que on a des commentaires religieux sur des textes de la Bible, on a des réflexions théologiques, ça peut aller à l'ancien débat sur le sexe des anges, mais ça peut être des débats un petit peu plus sérieux sur l'enfer. Puis c'est quoi leur sexe finalement? Ils n'ont jamais vraiment trouvé la question. Ça a fait en sorte qu'Érasme de Rotterdam s'est dit, voyons donc, c'est rendu de la bullshit, la théologie, fait qu'on va apprendre le grec et le latin, puis on va les retourner dans des textes originaux, puis on va s'intéresser aux gens de l'Antiquité. C'est ça que ça a fait. OK. Puis pourquoi il y a des livres qui sont attachés dans les bibliothèques? Avant d'avoir les grandes bibliothèques des 17e, 18e siècle, au Moyen Âge, les livres, sont attachés pour pas qu'on les vole, parce qu'ils sont écrits à la main. Quand c'est pas imprimé, ça coûte très cher. Mais c'est l'idée qu'on lit à l'endroit où il se trouve. Alors, plutôt qu'on prend un livre dans les rayons, c'était l'idée qu'on s'assoit là où le livre se trouve. Et quand on va commencer vraiment à avoir l'imprimerie, à avoir des formats de livres plus petits aussi, parce que les premiers livres, vous avez déjà vu des livres enchaînés, c'est... très gros. Ouais. C'est très, très gros. Donc, on s'assoit, on le met sur ses genoux, puis on n'a pas le choix. Quand on va arriver avec des formats qui sont beaucoup plus petits et pratiques, ben là, on va commencer à faire du rayonnage où c'est plutôt la personne qui va chercher le livre et naît avec ça un peu le catalogage parce que si tu n'enchaînes pas les livres, tu les mets sur les rayons, ils peuvent se perdre. Fait que là, il faut un système pour classer les livres. Et c'est là que les bibliothécaires ont été inventés. Ont commencé, oui. Parfait. Hein, regarde, je suis là quand même. Prochaine question de Patricia Boutin. Je me sens en examen. On va voir. Examen devant public. OK, oui. Donc, Patricia qui demande, est-ce que c'est vrai qu'on brûlait les roues au Moyen Âge car ils pensaient que c'était des sorcières? Et je veux juste préciser que Patricia est rousse et a 4 enfants roux. Donc, je pense que elle a pris la peine de préciser. Okay. Non, mais je la connais. C'est parce que c'est une très belle artiste. Allez la découvrir. Patricia Boutin, c'est elle qui faisait les cartes de podcast, là, qui a fait beaucoup, beaucoup de dessins, de podcasts, de podcasteurs et tout. Mais c'est parce que je pense que c'est une question qui est personnelle. Peut-être qu'elle a découvert une machine à voyager dans le temps puis elle est comme, c'est safe d'y retourner. Non. Fait que, non, c'est pas safe? En Europe, non. Non? Non. En Égypte, peut-être que ça aurait été safe, mais en Europe médiévale, peut-être un peu moins. Bon, le roux. Les roux. Chevelure de feu, associée à Satan, l'enfer. Pourquoi on a eu peur des tomates quand c'est arrivé sur le marché? C'est la même affaire. La couleur rouge. Attends, excuse-moi. Tu peux pas juste dropper cette information puis passer à d'autres choses. Là. Pourquoi? On a eu peur des tomates. Oui! C'est rouge. Ça arrive d'Amérique. OK. Et ça a la forme un peu comme la pomme de l'intérieur féminin. Donc, si tu la coupes puis que tu la fends, ça rappelle un petit peu l'organe génital féminin. Fait que l'Église, c'est comme... C'est vrai que c'est super sensuel, hein? Une tomate. Tout le monde est comme, oh shit, je turn on. Mais il y avait aussi le mandragore qui ressemblait en Europe, puis ça, c'était poison. Fait qu'on avait un peu peur de ça aussi. Mais l'Église a quand même toujours trouvé le moyen de dire c'est rouge comme le sexe d'une femme quand elle est excitée, puis c'est pas bon.
OK. Fait qu'on brûlait les tomates avec les roux. On disait On juste lançait des tomates aux roux dans le feu. on disait, attendons avant d'en manger, mais tu sais, le chocolat, il y a plein de choses qui ont eu cette espèce de détente de pré-Santé Canada. On n'est pas sûr, faites attention. Mais pour les roux, c'est un peu la même chose. Les cheveux sont couleur de feu, le feu de l'enfer. Et on disait que, c'est ça, les gens qui avaient la chevelure rousse, c'était automatiquement des sorcières. C'était des gens qui étaient des suppôts de Satan venus sur Terre pour vous tourmenter. Donc, si jamais vous avez des cousins roux que vous n'aimez pas, mettez-les au bûcher. Vous avez une information historique du Moyen-Âge qui dit « Ah, t'es venu sur Terre pour me tourmenter. » C'était un peu l'idée. Alors, on les envoyait pas directement sur le bûcher. C'est pas vrai que tous les roux, je veux dire, il n'y aurait plus personne en Écosse et en Irlande au moment où on se parle, étaient envoyés sur le bûcher. Mais si il y avait suspicion d'actes de sorcellerie, il y a une maladie non explicable dans un village, puis le monde commence à mourir. Et il n'y a pas de médecin qui sait qu'est-ce qui se passe, mais il y a un roux. Là, c'est sûr que le procès est rapide et cette personne termine sur le bûcher. Donc, c'est pas tous les roux systématiquement qui finissaient sur le bûcher, mais si vous étiez roux et qu'il fallait un coupable, il y avait des bonnes chances que ce soit vous. Le substitut à la médecine, les roux. Parfait. J'ai déjà chaud. On a Stéphanie Drolet maintenant qui nous demande, est-ce que tu connais l'histoire de... je m'excuse d'avance. Giulia Tofana et son poison qu'elle vendait aux femmes qui voulaient tuer leur mari qui était méchant. L'eau d'arsenic, oui. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. C'est pas parfum de vanille, c'est parfum d'arsenic, ça sent rien. Mais oui, en fait, c'est que on la connaît pas si bien que ça, mais quand on veut faire des légendes de femmes tueuses, empoisonneuses, elle arrive très haut dans le palmarès. Vous êtes à Palerme, on est en Sicile au 17e siècle, on est vers... on est dans les années, je crois, quelque chose comme 1660 à peu près. Moi, je te crois. Je me crois pas vraiment, mais je suis à peu près dans les bonnes dates, OK? J'ai pas de notes, mais c'est à peu près l'époque. Puis c'est une femme qui avait fait disparaître des maris, des gens de son entourage, mais on savait pas de quoi il mourait. L'arsenic, c'est quelque chose qui se dilue facilement. Puis elle était devenue habile pour dissimuler ça dans des parfums. Tu vas empoisonner quelqu'un, tu lui dis « Tiens, ça, ce parfum. » Puis là, non? Oui. Oh. Maladie, il s'est arrivé quelque chose, on n'arrive pas à trouver la cause du décès. C'était facile de se débarrasser de ses ennemis. Et on a comme fini par comprendre qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient souvent dans des mariages arrangés, forcés, à l'époque en Italie, qui avaient hâte d'être veuves. Et qui faisaient affaire à elle en lui disant « Ton petit parfum ou ta petite eau d'arsenic, j'en aurais peut-être de besoin. » Et elle va finir par être arrêtée. Elle va avoir un procès. Et... de ce que je m'en rappelle, elle a affirmé qu'elle avait réussi en une vingtaine d'années. La quantité de poison qu'elle a vendu, qui l'a rendue très riche, elle dit qu'elle aurait pu faire tuer 600 personnes. Fait que tu vois la légende un petit peu. 600, c'est un chiffre assez rond. Mais elle a dit que, tu sais, sur 20 ans, si toutes les personnes qui lui ont acheté son eau d'arsenic ont exécuté leur plan, elle est donc responsable de la mort de 600 personnes. On va donc souvent en parler comme une des premières tueuses en série connues de l'histoire, mais je vous le dis, les sources sont... Elle existe, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Fait que c'est parfait pour pouvoir en faire une légende, dire n'importe quoi. OK. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que... comme... J'ai beaucoup de questions, là. Tout le temps. Tellement de là, vous pouvez questions, imaginer ce là. que ça fait quand on prend notre café en haut aussi ou ailleurs. C'est à peu près tout le temps le même. Oui. Non, mais comment qu'elle s'est fait pogner? À un moment donné, il y avait trop de décès. Il n'y a plus d'hommes. C'est pas qu'il n'y a plus d'hommes, mais il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient de manière inexpliquée. Et à un moment donné, il y a des arrestations de ce qu'on en sait de femmes qui vont la stouler. La stouler, voilà. Et là, ça va vous dites, ouais, mais attendez, ça me dit quelque chose. C'est que quelques années plus tard, à Paris, Louis XIV va vivre tout un scandale. C'est le gros scandale de l'époque de Louis XIV, qui est aussi l'affaire des poisons, qui se ressemble vraiment beaucoup. Donc, c'est une époque où, plutôt que de parler de sorcellerie, on commence à avoir peur des empoisonneuses. Enfin, je dis bien pas empoisonneurs, mais empoisonneuses. Parce qu'encore une fois, ce sont des femmes qui sont ciblées là-dedans. Où là, vous allez avoir, quelques années plus tard, la marquise Brinvilliers, qui, elle, vraiment, va avoir empoisonné son mari, ses frères un gendre ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un d'autre de sa famille. Il y a un super bon roman qui s'appelle La marquise de Brinvilliers. Je savais que t'avais
Je pense que je vais dire Simone de Berthière, là, mais je suis pas convaincue ça, du c'est nom. ta romancière préférée de l'époque de Louis XIV? Non, c'est Juliette Benzoni. Mais Simone de Berthière, c'est ma deuxième. C'est ma deuxième préférée. Oui, j'ai des historiennes préférées, merci. Mais le roman de la marquise de Brinvilliers est super intéressant pour voir justement pourquoi elle a fait ça, puis comment elle s'y est pris, puis comment elle s'est fait pogner aussi, et l'affaire des poisons qui en découle, parce qu'elle a comme été un peu le feu d'allumage. Alors, vous avez Mme Tofana à Palerme, suivie de Mme Brinvilliers, et là, tout de suite après, la fameuse Lavoisin, mais il y a d'autres femmes dans cet entourage-là. C'est que la Brinvilliers fait peur parce que lorsqu'on va l'interroger avant de elle est quand même assassinée, c'est une exécution quand même. Oui. Là, elle commence à dire, mais écoutez, je suis pas toute seule. Il y a plein de monde qui vendent ça, des poisons comme ça, puis qui se débarrassent de leur mari ou des femmes qui voudraient s'approcher trop proche de la cour ou des choses comme ça, des maîtresses et autres. Et là, c'est là que on parle d'une psychose populaire. Là. C'est vraiment... Les gens vont commencer à suspecter tout le monde qui peut les détester. Oh, mon Dieu, à un moment donné, j'y ai menti. Peut-être qu'elle est en train de mettre de quoi dans ma bouffe. C'est une sorcière! On veut se débarrasser de ces gens-là de peur qu'ils nous attaquent parce qu'on sait qu'on leur a fait quelque chose. C'est ça qui se passe à la cour de Louis XIV. Donc, on s'auto... C'était où, là? Bien, puis c'est tellement monté haut aussi que Louis XIV a mis la hache dans l'enquête. Non, mais c'est vrai, là, il a brûlé une enveloppe qui contenait tous les documents. Il était comme, non, j'ai pas le goût d'aller là. C'est que là, non, pas le goût. La voisin, oui, elle a fourni beaucoup de poison à beaucoup de monde, mais c'est qu'à un moment donné, s'est retrouvé avec sa maîtresse royale, qui est la Montespan. Mm-hmm. Et la Montespan, aujourd'hui encore, les historiens disent, avec les sources qu'on a, elle a peut-être au moins commandé quelque chose. Est-ce qu'elle l'a utilisé? Peut-être pas, mais elle a sûrement commandé quelque chose. Et quand Louis XIV a vu que, là, je pourrais pas la défendre, c'est jamais arrivé. Il n'y a plus de documentation. C'est terminé. On a quand même tué une trentaine de personnes. On en a interrogé une trentaine d'autres dans une chambre ardente où on leur fait faire toutes sortes de tortures. C'est assez. Et voilà. Et là, pour les historiens, il manque des documents parce que Louis XIV en a décidé ainsi. Je l'aime, Louis XIV. Moi, moins. Quand il fait des affaires de même. On va continuer avec Joëlle Terrien. Ça va, je m'en sors. C'est pas trop long. Je fais pas des thèses de doctorat. J'arrive. C'est parfait. T'es super bonne. Je l'ai full briefé avant. J'avais comme 2 phrases par question, pas plus. Et, OK, quelles sont les tenues pour hommes que vous préférez dans l'histoire? Après avoir regardé la série Rome, j'ai un faible pour l'uniforme du Centurion. C'est qui, ça? C'est Joëlle Terrien qui nous dit ça. Chacun ses goûts. Le Centurion, peut-être moins. Je sais pas, j'ai comme pas de réponse à cette question-là. Pas de fantasme d'habits masculins? Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'époque de Louis XIV, mais le petit bas qui moule le mollet, c'est pas, tu sais, c'est pas ça. La perruque. C'est pas, ouais, c'est ça. Imagine quand c'est le temps de le déshabiller, il faut enlever je sais pas comment de couches, puis en plus, enlève la perruque. Ben non, parle-moi d'un turn-off. En plus, il faut que tu utilises du démaquillant pour enlever la poudre. Non. Faut enlever la mouche. Mais non, moi, je la laisserais. Par contre. Mais la perruque, t'es mieux de la garder, il y a peut-être des poux en dessous. Ben non, mais tu vois, c'est ça, là. Le manque d'hygiène me parle pas du tout. C'est pas aphrodisiaque. Il n'y a aucune mode, donc, qui te titille? Ben, qui me titille. Non, je pense pas. Il a déjà écouté Pride and Prejudice avec Colin Firth. Ça y est, je vois des mains qui se lèvent. Ouais, voilà. Bon, moi, ça 19e siècle, surtout première moitié du 19e siècle, l'habit chic chez les nobles, évidemment, l'aristocratie. Oui, je comprends. Avec l'espèce de petit veston un peu court qui permet d'avoir l'espèce de pantalon un peu moulant, si la personne a ce qu'il faut pour que ça moule. Des fois, ça peut tomber à plat. Avec le petit costard. Pas quand ils sont rendus avec plein de chiffons. Là, quand ça sort de partout, ça, c'est un peu moins beau. Et je dirais, première moitié du 19e siècle, là, il y avait quelque chose de pas pire. J'avoue que moi, j'en ai déjà souvent parlé de mon kick sur Mendoza dans les Cités d'or. Fait que je sais pas si ça compte, là, comme une époque historique ou n'importe, mais tu sais... L'uniforme de marin, la cape au vent, pis tout, là, me semble qu'il y a un petit quelque chose. Fait que moi, ça serait ça. C'est bon. Mendoza. Ben écoute, tu sais... Mais la vieille version, pas la version Botox d'aujourd'hui, parce qu'ils l'ont botoxé dans les dessins animés, il est rendu jeune. La vieille version, puis c'est là que tu vois, tu sais, mettons, Esteban avait clairement mon âge, puis moi, je suis comme, oh, Mendoza.
Oh yeah! Donc, voilà. On va continuer avec une question que j'avais vraiment hâte de répondre, qui est de Audrey Rousseau, qui nous demande « C'est quoi les plus grands pet peeves d'Evelyne en regardant des films historiques ou des reconstitutions d'époque? » Et Audrey a dit que j'avais le droit de répondre aussi. Ben, commence, parce que... OK, moi, il y a un truc qui me gosse tellement là, quand j'écoute des films. Comment ça, tout le monde a des dendrettes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On est au Moyen-Âge, puis tout le monde a genre un sourire orthodontique, des plus belles dents, genre que... mettez-moi ce croche, mettez-moi un peu de terre là-dedans, là, comme... Ça n'a pas d'allure. Dans Game of Thrones, je sais que c'est pas arrivé pour vrai, Game of Thrones. C'est bien. Mais... Dans Game of Thrones, quand ils sont au mur, là, mais les gars sont laids, puis je suis comme, oui, ça, c'est du Moyen-Âge, tu comprends? Les gens sont laids. Arrêtez de mettre du monde beau. Je veux des gens laids. C'est ça mon truc. Puis, pas de poêle. Ça me gosse. Full. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde, excusez-moi, là, vous avez même pas d'aspirine, mais tout le monde est sur le cuir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi du poêle. J'avais écouté... Là, écoute, l'épisode, ça va être ça. C'est plus moi maintenant qui va voler le temps. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. C'est de ma faute. Non, mais c'est parce que j'avais écouté la série Deadwood. Oui. Je sais pas si vous avez écouté. Ça se passe dans l'Ouest. Far West. Oui, Far West. Donc, la découverte de l'Ouest américain, puis tout. Puis, je veux dire, la fille a clairement, genre, du botox. Elle a les dents super belles. Clairement, elle fait, genre, 12 heures de gym par jour parce qu'elle est shapée comme ça se peut pas. Alors que quand tu vois une vraie photo de Calamity Jane, tu fais comme... Ouh. Ah oui, mais c'était pas c'était l'autre madame là, qui a été comme propriétaire terrienne. Ouais. Elle a des seins qui se tiennent de même. Je sais que pour un balado, c'est pas top là, de mimer des seins par en haut, mais... Une pointe vers le ciel. Elle a comme tous les canons de la beauté qui ne se peuvent pas. Puis là, un moment donné, elle est tout nue dans le lit, puis elle a un méga gros touffe de poêle en dessous des bras, puis je suis comme, c'est pas raccord. C'est comme, elle aurait probablement eu pour vrai au moins la touffe de poil. Oui, c'est la seule chose raccord. Mais non, mais c'est parce qu'elle l'a juste en dessous des bras, mais elle n'a pas en bas. Je suis comme, qu'est-ce que voyons, parlez-vous la gang là, comme. Fait que ça me dérange. Comme tout est trop beau. Puis c'est pas vrai que tout le monde était beau. Où sont les gens laids? C'est ça qui me gosse d'un truc historique. OK. Voilà. Toi, Evelyne? Est-ce que je continue? Je me suis en train de me dire, est-ce que je continue sur cette lignée? Vas-y, on est là. En fait, on va s'amuser avec le Moyen-Âge encore une fois, là, mais il y a plein de petites choses, en fait, au niveau des couleurs. Je vais commencer avec les couleurs qui m'énervent. Puis si, dès le début, je vois qu'on joue encore la carte de la couleur selon un pays, puis que les gens qui ont fait la cinématographie se disent, si on est au Moyen-Orient, il faut que ce soit beige, on me perd. Donc, il y a beaucoup de films d'espionnage ou de... je pensais pas que c'était là, ça s'en allait. On pourra aller ailleurs après. Ou de guerre, ou des choses comme ça. Ou aussitôt qu'ils s'en vont en Syrie, aussitôt qu'ils sont au Moyen-Orient ou dans les mini-séries, ils vous mettent ça comme si tout est beige, puis sale, puis plein de sable. Alors que si vous allez dans ces pays-là, mon Dieu, qu'il y a de la couleur. C'est coloré. Et c'est une forme, j'appelle ça de racisme historique. Encore une fois, c'est comme, ça, c'est un pays où ça va pas bien, fait que tout est beige. C'est la vision qu'on a de ça. Puis on va vous donner l'impression que c'est pas le fun d'aller là-bas parce qu'on n'a pas envie que vous choisissiez ces destinations-là comme destination touristique. Alors que si vous êtes allé au Maroc, vous êtes allé en Égypte et autres, c'est pas beige, pantoute. Je veux dire, OK, c'est une tempête de sable, c'est comme nous autres, c'est une tempête de neige. Ben oui, il y a une tempête de neige, tu sais. Mais c'est tellement coloré, c'est tellement vibrant. Même l'habillement, c'est pas représentatif. Peu importe les époques qu'ils vont toucher, ils vont faire cette espèce de « Ah non, pas encore du sépia ». Moi, si je vois ça en partant dans un film qui se passe au Moyen-Orient, je ne l'écoute plus. Ils viennent de me perdre parce que ça n'a plus de crédibilité. Même chose avec le Moyen-Âge. Arrêtez de mettre ça gris. Ah, tu parlais de paysans, hein? Tu parlais de gens qui sont pas beaux. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand on rend ça trop laid. Parce que c'est comme toujours... Moi, c'est un film sur le Moyen-Âge, puis ça commence toujours avec des paysans pauvres en train de mourir, émaciés à la campagne, qui ont de la misère à cultiver des choux. Alors qu'au Moyen-Âge, c'est souvent en ville que les gens peuvent avoir de la difficulté à vivre, mais en campagne, il y avait accès à de l'eau propre. Il y avait accès à leur jardin. Il y avait des poules. Ils se nourrissaient mieux que les gens de la ville. Mais on les montre tout le temps, gens édentés, puis tu sais, comme sur le bord de mourir. Je suis comme, on peut-tu montrer la belle campagne européenne dans les films médiévals? Parce que, mon Dieu, qu'il y avait encore une fois de la couleur, des rivières, de la forêt, de la verdure, des choses comme ça. Quand on joue cette carte-là, j'aime moins. Et là, surprise. J'étais pas au courant. Même si le choix d'acteur, puis en tout cas toute l'histoire derrière m'a un peu prise au dépourvu, il y a un film qui a réussi à sortir des clichés moyenâgeux
récemment, et ça s'appelle Le Dernier Duel avec Matt Damon. Matt Damon, Moyen-Âge. J'ai eu un peu peur, mais l'historienne en moi a bien aimé parce qu'ils sont partis sur des archives. Oui! Voilà, d'un duel qui avait été... Diffamation, voilà, tout, là. où la femme, en fait, de J'ai genre de été carreau, violée, j'ai pas été violée, violée. oui. Et à l'époque, la seule façon de prouver si elle a raison, c'est un duel. Puis si son mari gagne, Dieu dit que c'est elle qui a dit la vérité. Puis si son mari perd, elle va mourir avec son mari parce que, évidemment, elle n'a pas dit la vérité. C'était plus simple avant, hein? C'était tellement plus simple. Mais mention spéciale pour la représentation de la campagne, même le style vestimentaire. Bon, Ben Affleck, bleaché, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez impressionnant, merci. Mais on a moins joué cette espèce de carte-là, puis même au niveau de la noblesse, on a montré quelque chose, je trouvais, de quand même un petit peu plus réaliste. Donc, pour une fois, j'ai fait, on sort des sorties battues, et c'est la même histoire, mais selon les 3 points de vue différents des protagonistes. C'est peut-être pas le film blockbuster de l'année, mais pour les historiens, j'ai trouvé qu'il y avait une approche étonnante. Surprise que ça vienne de Matt Damon et Ben Affleck, mais quand même. Et Adam Driver en méchant, ça fait la... Ça marche. Il fait bien ça, marche. quand même. Moi, il y a un autre truc là, pendant que... Pet peeves. Oui, mais moi, j'ai bien de la misère avec les films où les Russes sont méchants. Tu sais, je le sais que... As-tu vu Stranger Things? Tout le temps, les... Mais oui, j'ai vu Stranger Things. Mais je trouve que c'est tout le temps un point de vue tellement américain, puis tellement genre... tu le vois arriver, c'est comme Jafar dans Aladdin, là. Tu le vois arriver, t'es comme, je le sais qu'il est méchant juste à cause de sa face. Tu comprends? Personne fait comme Jafar va être nice. C'est la même chose dans les films, je trouve, où il y a des communistes, où il y a des méchants, sont comme, ils arrivent, puis ils disent rien, puis t'es comme, il est méchant, c'est sûr qu'il est méchant. Fait que ça me dérange aussi un peu, c'est pas tout. Ils font ça avec les femmes aussi. Avec les femmes? Moi, si vous voulez m'énerver aussi, on parle de pet peeves. Audrey, oui, Audrey, quelque chose. Là. C'est qu'on a souvent tendance à, selon les époques, à vouloir montrer, peu importe, on peut être en Chine, on peut être n'importe où. La femme, le mariage, oui, est arrangé, puis elle dit rien. Elle a été élevée par une méchante grand-mère, souvent, ou belle-mère, tu sais. Plus la femme est âgée, plus elle est méchante. Plus elle est méchante. Plus elle est sèche. C'est vrai. Là, je suis tout le temps, lâche-moi avec ça. Écoute, ils ne sont pas toutes insatisfaits de la vie, puis ils ne sont pas toutes en train de jeter leurs insatisfactions sur leur progéniture, mais c'est un cliché de la femme vieillissante à l'écran qui, je suis comme, écoutez, autant comme nous aujourd'hui, il y en a eu des mères aimantes. Et il y a eu des pères aimants aussi, parce qu'on a le même cliché avec les pères dans les films. Souvent, quand on touche à l'époque, que ce soit l'époque de Louis XIV ou on s'en va au 19e siècle, c'est comme si le père, occupez-vous de ma progéniture, j'ai des serviteurs, mais moi, je leur parle pas, je leur touche pas, puis je leur donne pas d'affection. C'est pas proche de la réalité non plus. Il y en a eu. Mais, je veux dire... C'est pas juste ça non plus. Si vous avez des enfants, je veux dire, il y a plein de pères qui ont aimé leurs enfants puis qui ont joué avec eux et tout ça. Puis quand on regarde certaines photographies de l'époque victorienne, ils sont avec leurs enfants puis ils ont l'air de les aimer. C'est des clichés que je suis comme... Ça donne pas une bonne idée de la famille, de la vie de famille. On a ces clichés-là aussi. Puis ça, à chaque fois, je suis comme... Je suis sûre qu'on m'entend gris. Mon chum m'entend probablement, grincer des dents. Ouais. Mais on vous promet qu'on va être des vieilles cool. Ouais. C'est la promesse. Je promets de garder ma couleur de cheveux. Aujourd'hui. Ouais. OK, on va continuer avec... Merci, Audrey. Oui. On fera un épisode complet là-dessus. Mais une question de Jessica Simard qui nous demande quel personnage a été le plus surestimé et celui le plus sous-estimé. Moi, j'ai pas de réponse. T'as pas de réponse? J'ai pas de réponse. Tant tout? Je connais pas assez de monde. Tu lis tellement de romans historiques. Mais, OK, non, j'en ai un. Je viens de mais j'ai oublié tous les noms. Fait que ça va être comme une réponse. Mais tu viens de lire un roman. Semi-agréable. Ça s'appelle Les Patriotes. OK. Et ça se passe dans un... Quand l'URSS, c'est comme arrivé, là, Staline puis tout le kit, il y a, on l'oublie, mais il y a des Américains qui ont fait « Moi, l'Union soviétique, ça me parle, ça m'attire, j'y vais. » Fait qu'il y a full d'Américains qui sont partis en URSS faire comme la vie me semble bien meilleure là-bas. Vive le communisme. Allons-y. Puis là, après ça, ils ont fait « Oh shit, non! » Mais ils ont été coincés là-bas, puis ils n'ont pas pu revenir. Fait qu'ils ont comme été pognés. Tu sais, genre, ils allaient à l'ambassade, puis là, ils donnaient leur passeport, puis là, l'ambassade disait « On vous le redonne dans une semaine. » Puis là, ils arrivaient une semaine plus tard, puis ils étaient comme « Quel passeport? » Qu'est-ce que... Non, vous êtes maintenant des citoyens soviétiques. Puis il était comme, oh shit, j'ai pas signé pour ça. Fait que tout ça. Et il y en a un en particulier. Ils sont sous-estimés ou surestimés? Non, attends, c'est pas j'ai un point. Oh. Je voulais juste faire une mise en contexte. Mais c'est qu'ils ont carrément été abandonnés, ces Américains en URSS. Ils ont carrément été abandonnés. Mais c'est à cause d'un ambassadeur que lui a comme fait, hey, moi, c'est 2000 personnes ou mes relations avec la Russie. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis
détruit mes relations avec la Russie. C'est lui le méchant. Fait qu'il y a comme un ambassadeur que son nom a comme tombé dans l'oubli parce que tu vois, même moi en ce moment, je me souviens pas c'est qui. Mais il a abandonné complètement tous ces Américains-là qui se sont ramassés dans des camps de travail qui ont été les premières victimes des purges staliniennes et tout. Donc, c'est ceux-là. Fait qu'allez lire Les Patriotes, son nom est vers la fin. OK? C'est ça que je voulais dire. Fait que je pense que lui, on n'en a pas assez parlé, mais il a vraiment fait une bévue. On va dire ça comme ça. Volontaire. Oui. Peut-être qu'il était trop stupide aussi. C'est comme pas clair là, dans le livre, mais ça. Fait que je vais dire ça. C'est une réponse correcte? Ben oui. OK, parfait. Je me demandais quand elle allait arriver. Quand elle allait arriver, c'était long. Hein? C'était long. Fait que, mais toi? Oui, je vais tuer des gens ici. Non, je vais faire de la peine. Des fois, il y a des personnages qu'on héroïse alors qu'on n'a tellement pas d'informations que des fois, je suis comme, mais comment ça se fait que tout le monde parle de lui alors que dans les faits, on ne le connaît pas? Qui? Attila, le 1, là. Moi, je le vois passer partout. Bon, c'est un chef barbare contre l'Empire romain. On est au 5e siècle de notre ère. Puis il est comme présenté comme une espèce de guerrier ultime parce que, écoute, il a fait chier l'Empire romain. Oui. Un, il n'est pas tout seul. Il y en a beaucoup qui ont fait chier l'Empire romain avant lui. Deux, il a fait chier l'Empire romain, mais il a massacré des villes et des villages et vraiment beaucoup de gens en même temps. Puis à chaque fois, je suis comme, moi, mon héros historique, là, c'est Attila le 1. Lui, il savait tenir tête aux Romains. Oui, mais le peu qu'on a d'informations sur lui, c'est... Tu serais peut-être pas vivant si tu y avais fait face, en fait. Il t'aurait probablement massacré sur place. Et c'est ça, c'est qu'on le connaît presque pas. On n'a presque pas d'archives sur lui, mais à chaque fois qu'il y a des espèces de palmarès, des trucs comme ça, grand personnage de l'histoire ancienne, Attila. Évidemment, tout le monde cherche sa tombe aussi parce qu'on a cette idée qui était tellement hot qu'il doit avoir tout un tombeau quelque part, mais à son époque, peut-être qu'il n'était pas si génial que ça, puis le monde ne l'aimait peut-être pas tant que ça, vu qu'il tuait beaucoup. Et il n'y a peut-être pas un gros mausolée caché dans les fins fonds de nulle part, mais il y a même des gens qui financent de la recherche dans l'espoir un jour de trouver le tombeau d'Attila, le 1, quelque part dans les forêts allemandes, ou on ne sait pas trop où. Fait que moi, je trouve que lui, il est surestimé. OK. Oui, c'est une chance. J'espérais que... J'espérais que c'était pas l'autre bord, là. C'était comme... On n'en parle pas assez. C'est parce que des fois, je vois des gens qui écrivent plein de choses sur lui, mais je suis comme, mais d'où vient ton information? Je ne sais pas, parce que tu l'inventes, parce qu'il n'y a pas d'information. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle héroïser pour héroïser. Oui, puis sous-estimer. Que tu trouves qu'on parle pas assez? À part Gertrude Bell, mettons. C'est sûr qu'il y a plein de femmes qui ont été sous-estimées, on ne se le cachera pas ici. Mais écoute, je m'en allais dans ma discipline. Vas-y. Oui, on s'en allait en Égypte de l'époque romaine. Donc, juste après Cléopâtre, finalement. Quand les Romains vont gérer l'Égypte, on est à une époque, probablement, vous avez eu les femmes les plus libres de l'histoire avant l'époque contemporaine. Et on n'en parle pas parce que, on a leur nom sur des archives que moi, je vais étudier, mais c'est pas assez génial pour qu'elles passent à l'histoire, malheureusement. Mais vous avez eu, en fait, plein de femmes qui ont été des propriétaires de grands domaines agricoles puis qui ont fait vraiment de l'argent en ayant des entreprises de production d'huile d'olive. L'huile d'olive, là, c'est le tout usage de l'Antiquité. C'est votre lubrifiant, peu importe le type de lubrifiant que vous avez en tête. C'est votre combustible. C'est alimentaire aussi. Mais en fait, comme combustible, les lampes à l'huile, elles fonctionnent beaucoup avec l'huile d'olive de, on va dire, moins bonne qualité. Ce sont des femmes qui géraient ces entreprises-là. Et surtout qu'elles avaient le droit de divorce. Donc, si jamais le mariage ne marchait pas, elles pouvaient divorcer, garder une partie de l'entreprise, même toute l'entreprise. Mais elles ont fait fructifier en Égypte des très grands domaines agricoles. Et des fois, on a leur nom là, sur des papyrus et tout ça. Mais parce qu'elles ont juste géré un domaine agricole, elles n'ont pas leur place dans les livres d'histoire. Il y en a eu beaucoup. Et si vous avez déjà vu les momies du Fayoum ou ces choses-là, les momies peintes, vous avez des sarcophages en bois avec les visages de ces femmes-là, avec les belles boucles d'oreilles et tout ça. Le Metropolitan Museum de New York en a une super collection. Justement, c'était des femmes solides, c'était des femmes qui avaient de l'argent, mais souvent, c'était des femmes indépendantes qui n'avaient même pas de mari et qui géraient elles-mêmes leur ferme ou qui étaient veuves ou divorcées. Alors voilà, sous-estimé. Excellent. Là, c'est sûr qu'on va finir l'épisode, je vais avoir comme 8 noms de gens qui vont me revenir en tête. Fait que j'irai les écrire sur le groupe Facebook. OK, Zabeth Boucher qui nous demande « Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre plus jeune et qui aurait augmenté votre intérêt pour l'étude de l'histoire, mais que vous n'avez finalement appris que bien plus tard? » Moi, en fait, c'est que j'aurais aimé avoir des profs d'histoire passionnants. Je pense que c'est plus ça.
semi, je te dirais. J'en ai eu beaucoup qui étaient comme dans la retraite et dans 3 ans, pourquoi se forcer? Tu sais, j'ai eu beaucoup de ça. Fait que je pense que c'est pas tant la discipline comme telle que Écoute, j'ai un prof d'histoire, là, il me faisait écouter back-à-back la liste de Schindler puis Platoon. Mais ça, c'est genre 2 mois d'école, là, parce qu'à shot d'1 heure, le temps qu'on s'installe, qu'ils prennent les présences, qu'ils retrouvent l'endroit sur la VHS où ce qu'on était rendu, tu sais, tu comprends? 2 mois d'école. Non, pour les plus jeunes, VHS, vous savez, c'est ces espèces de grosses cassettes qui allaient dans un lecteur. Vous allez voir ça dans des vieux films des années 80, si jamais vous êtes malade pendant le temps des fêtes, oui. À quel point c'est lazy, là! Puis je veux dire, la liste de Schindler, c'est un très, très bon film, mais il nous dropait rien, il a même pas de pas d'exercice. Rien! Juste, voici la liste de Schindler. C'est ça, l'Holocauste. Puis t'es comme, oh shit, OK, il me semble, j'aimerais un petit contexte, là. J'aimerais qu'on m'apprenne quelques petits trucs. Puis Platoon, excuse-moi, Platoon, y a-t-il quelque chose de moins approprié pour l'école? Platoon, OK? Vous irez le googler, vous irez voir ça, c'est épouvantable. Je pense qu'il est au complet sur YouTube. Hey, ça n'a pas d'allure. Puis Entre ciel et terre aussi, qu'on a eu le droit d'écouter. Entre ciel et terre, un autre affaire. Tu te rappelles pas du prof ni de la matière, mais tu te rappelles des films, par exemple? Oui, absolument. Mais puis je me rappelle que j'étais comme... Tu sais, je trouvais ça full cool, là, d'écouter des films à l'école. Mais, tu sais, avec le recul, je suis comme... Hey, c'est pédagogique. C'est plus ça. Fait que j'aurais aimé Pour ne pas critiquer tes profs, je dirais rien. Hey. Non, mais c'est juste que c'est ça. Des profs passionnés qui sont capables de rendre ça intéressant puis qui sont capables de transmettre tout, me semble que juste ça, c'est assez pour t'allumer, même si c'est pas nécessairement une matière qui t'intéresse ou que c'est pas nécessairement une époque qui t'intéresse, mais quelqu'un qui t'en parle bien puis quelqu'un qui est capable de vulgariser, je trouve que ça change absolument tout. Et là, partez-moi pas ces cours d'histoire au primaire, là, parce que, ça aussi, hein, on aurait peut-être une petite révision à faire à ce niveau-là. Alors... Parle-moi pas là-dessus non plus. Ça serait ça. Ce serait ça. On passe à la prochaine question? Je réponds pas. T'avais-tu quelque chose à dire? Ben, en fait, oui. Plus d'anecdotes. Plus d'anecdotes? Qu'est-ce que t'as écouté, toi? Qu'est-ce que j'ai écouté? Dans ton cours d'histoire? Mais moi, j'ai eu des bons profs. Ah, bon, c'est peut-être pour ça que je suis allée en histoire. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai eu des bons profs. Mais, tu vois, ce que j'haïssais, mettons, si je prends histoire secondaire 4, cours obligatoire, tu sais, j'ai torché, là, on s'entend, là, ça a vraiment bien été mon affaire. J'ai fait, je dois le dire, je peux le dire aujourd'hui parce que je me ferai plus avoir, mais on avait un petit code, j'ai fait passer quelques personnes à l'examen du ministère. Et je m'en rappelais pas. Et à un moment donné, je travaillais dans une boutique, puis c'est une collègue du secondaire qui me voit et elle dit « Hey, j'aurais jamais passé secondaire 4 sans toi. Tu me fais passer mon examen d'histoire. » Puis elle dit « Tu fais quoi aujourd'hui? » J'ai comme « Historienne. » C'est vraiment arrivé, là, c'est pas une joke. Mais bon, fait date. Et là, j'enseigne au cégep, puis ils haïssent l'histoire parce qu'ils sont obligés d'apprendre des dates par cœur. Traité de Paris, ils s'en rappellent même plus de toute façon, ni les dates de la guerre de 7 ans quand je leur demande. Et ils ont rien. Et là, tu leur dis, mais oui, mais attends, la bataille des plaines, là, j'enseigne juste à côté. On est à Québec. Si tu leur expliques que c'est dans une guerre internationale, un conflit international, puis tu mets les rois en contexte, ils sont comme, je savais pas ça. Et voilà. Donc, je trouve que ce qui manque surtout, puis qui m'aurait fait encore plus aimer l'histoire, c'est qu'on ponctue ça de plus d'anecdotes. Oui. Amenez-moi de l'histoire sociale. Amenez-moi justement comment les femmes vivaient à cette époque-là, comment on élevait des enfants, ça avait l'air de quoi un accouchement à l'époque, ou les médecins qui étaient pas bons, ou des choses comme ça. Faites vivre l'histoire. Plus vous faites ça, plus les gens sont comme, c'est trippant. Puis là, retenir les dates ou s'intéresser à l'histoire politique autour devient plus intéressant. Ben oui. Je trouve qu'on le prend à l'envers un petit peu. Et quand j'ai des anecdotes, des fois, l'origine du mot clochard ou des choses comme ça, c'est le genre d'affaires qui marche. Du mot clochard? Ben, Notre-Dame de Paris, ça vous va? Mais c'est que pour des grandes cathédrales comme ça, les cloches étaient très, très lourdes. Puis pour pouvoir les faire sonner, bien, on payait souvent des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans les rues, puis on leur demandait d'aller sonner les cloches, puis on leur donnait de l'argent en échange. Donc, c'était des clochards, donc des gens pauvres qui tiraient les cloches, et c'est devenu le synonyme de sans-abri. Mais ça, c'est une image parmi tant d'autres. Dites ça à quelqu'un, je suis sûre que vous allez vous en rappeler toute votre vie, en fait. Et voilà. Puis vous allez pouvoir plugger ça quand vous allez être sous plus tard, tantôt dans un bar sur Grande Allée, en disant « Hey, savais-tu, là, ça vient le mot clochard? » Puis là, vous allez être la vedette. Ça me fait penser. Mais c'est comme ça qu'on fait aimer l'histoire. Voilà, j'aime mon point. Ça me fait penser, tu sais-tu d'où ça vient, Bluetooth?
Ah, tu ne reviens pas encore avec ça. On l'a déjà dit dans notre épisode. On l'a déjà fait. Mais là, on cherche sa tombe, par exemple. J'ai appris ça cette semaine. Harald à la dent bleue. Le bleu, la dent bleue. À la dent bleue, Bluetooth. Okay, oui, Bluetooth. Oui, je sais, j'ai compris. Mais oui, OK, attends, là, on s'en va pas sur Harald. On y va avec une autre question d'Audrey qui nous demande... Encore? Oui, mais c'est une autre bonne question. Enfin, Audrey, merci. Y a-tu des époques dont vous vous foutez plus que d'autres? J'ai-tu le droit de répondre à ça? Ben oui, tu sais, genre des moments dans l'histoire qui vous laissent de glace ou que vous skippez s'il y a un podcast là-dessus. Ah oui, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des podcasts d'histoire que tu skipperais parce que tu dis « Arc, ça a la plate » ? Ben... OK, je vais y aller en ligne. Non, mais je vais y aller en ligne. Là, anyway, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire du tout. Mais il y a un balado d'histoire que j'aimais bien à l'époque. Au passé. Et que des fois, il y avait des sujets super intéressants. Puis des fois, là, c'était genre... L'histoire du jazz de janvier à février 1879. Puis tu sais, c'était comme tellement précis, puis tellement une tranche. Je n'existe pas ici. C'est que c'était tellement précis, c'était tellement trop précis, puis tellement trop une tranche dans... Mais j'ai rien nommé, là, tu peux rester, j'ai rien nommé. Mais c'était trop précis, c'était trop, tu sais, c'était comme trop pointu. C'était trop, tu le sais, tout le monde sait de quoi je parle, tout le monde a envie de crier le nom du balado, mais tu comprends, je me suis désabonnée, parce que je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ils vont... Mais quand j'y vais, moi... Je l'écoute, je les ai toutes écoutées, Quand tu y vas, j'ai tout écouté. Les grandes horizontales, puis tout le kit, j'ai tout écouté. Mon dernier? Mais l'histoire du rhum aussi. T'as fait l'histoire du rhum? Ouais, maintenant. Ouais, en tout cas, mais je les ai toutes écoutées. Tequila. Les tiens, parce qu'il y a mes deux collaboratrices préférées, qui sont toi et l'autre fille que je ne vais pas nommer parce qu'on va tous savoir c'est qui. Mais bref, fait que, tu sais, des fois, c'est comme trop... Ou tu sais, même des fois, ils ont des moments historiques le fun, puis ils font, je sais pas, la guerre de sécession, mais... Ce moment où ils étaient trois pour signer un papier, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça l'est. Ça le sont tes sous-estimés de l'histoire. C'est là qu'on leur donne la place. Non, parce que c'est plate. Puis c'est en bout de ligne, ils sont comme... on pourrait vous parler de la guerre de sécession, mais laissez-nous trouver le moment le moins excitant de ce conflit. Hey, j'ai chaud. Et on va en parler. Okay. Fait que ça, mais je pense, pour répondre à la question d'Audrey... c'était répondu. Non, mais moi, je pense que c'est la musique, en fait. Je suis vraiment pas une passionnée de musique. Fait que quand c'est tous des trucs, c'est pas un univers que je connais et c'est pas un univers qui comment m'attire. Bach a composé telle symphonie. Genre, ou tu sais, l'histoire du jazz entre Noël et le jour de l'an, tu comprends? Tout ça, là, ça m'intéresse moins quand c'est juste sur la musique. Des fois, je suis consciente que c'est relié à des mouvements sociaux ou des trucs comme ça. Quand c'est amené de cette façon-là, ça m'intéresse. Mais quand c'est vraiment, mettons, un musicien ou un mouvement musical, souvent, ça me rejoint moins. OK. C'était à elle, c'est elle qui devait répondre à cette question. Ben non, mais tu peux y aller, là, on a le temps. Oh, non, ben, je veux dire, Audrey, vraiment, tu l'as lancé, hein. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse moins? Il y en a-tu? Ben, il y a des sujets que, tu sais, je veux dire, bon, quand je travaille professionnellement puis qu'on me paye pour faire quelque chose, tout sujet, je peux trouver mon angle et m'y intéresser. Mais je pense qu'il y a un genre de sujet que je vais vraiment tout faire pour ne pas y toucher et que je n'écoute rien là-dessus, ça ne m'intéresse pas, c'est le golf. Je suis pas une fan de hockey non plus, mais au moins les joueurs de hockey ont une histoire intéressante. Des fois, j'arrive à y trouver mon compte. Oui, j'admets, je ne suis pas une grande fan de hockey. J'ai été élevée au baseball, moi. Bon. Quand j'étais jeune, mon grand-père écoutait toutes les games de baseball sur le AM, le Gary Carter. Bon, je connais le baseball. Hockey, non, ça m'a jamais vraiment attiré, mais le golf encore moins. Et là, des fois, ben c'est ça. Tu peux avoir une demande. Hey, tu pourrais-tu nous faire un article sur tel golfeur? Non. Puis c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que vous n'êtes pas un bon magazine ou autre, mais je ne suis pas la bonne personne pour faire un article sur un golfeur. J'haïs ça. Je suis nulle au mini-pot. Je suis vraiment nulle au mini-pot depuis que je suis enfant. Je déteste profondément le golf, donc je n'ai aucun intérêt pour l'histoire du golf. Je comprends, mais ça nous amène d'ailleurs à la question historique, là. Quand est-ce que c'est devenu un sport, le golf? Genre au 18e siècle, là. Mais pourquoi?
C'est pas un hobby. C'est quoi la différence entre un sport et un hobby? C'est pas du sport, du golf? Ceux qui pratiquent le golf vont dire oui. OK? Parce que tu marches? Non, mais ça demande un swing puis ça demande de la précision, là. Une fois au 45 minutes. Moi, je suis plus à Piggy Gilmore. Toi, t'es plus à Piggy Gilmore. Moi, je pète un bâton. Je comprends. J'ai l'air douce, mais pas même au mini-pot, enfant, j'étais pas douce. C'est ça, c'est pas... Mais c'est ça. Non, tu sais, je veux dire, je comprends comment c'est né, je comprends le pourquoi à ce sport-là, mais voilà, c'est pas... je suis désolée pour tous les golfeurs, j'ai rien contre votre discipline, mais... Mais je l'haïs. Donc, genre... Non, mais tu sais, imagine quand une amie essaie de te montrer à jouer au golf quand t'es un peu plus jeune, puis tu sais, t'es sur un 18 trous, puis que ta journée a tellement été longue. Ça a été la journée la plus longue de toute ma vie. Fait que moi... Mais oui, mais vraiment... Comment tu t'es fait avoir d'aller là? OK, non. Je sais pas. On revient. Jacques Castonguay nous demande, est-il vrai qu'il y a eu des tentatives de meurtre contre Samuel de Champlain? Oui! Ah! Une que je connais, en tout cas. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde l'haïssait? Ben, tu sais, Samuel de Champlain, il a été mandaté. Il faut dire qu'il était protestant, d'une part. Oui, déjà, ça a irrité un petit peu. Mais il a été mandaté pour établir un commerce de traite des fourrures ici. Et c'est pour ça qu'il a choisi Québec, là où le fleuve rétrécit. On est dans un détroit. On construit l'habitation. L'habitation, vous êtes à Québec présentement, donc vous allez dans la place Royale. Vous avez l'église Notre-Dame-des-Victoires. Et au sol, vous avez même le tracé des anciennes tours d'observation, en fait, de l'habitation de Champlain. Et sous l'église Notre-Dame-des-Victoires, il y a du plexiglas. Vous pouvez voir les vestiges de la première habitation de Samuel de Champlain. Nous sommes en 1608. Oui, Samuel de Champlain a peur du scorbut. Il a peur du scorbut. Oui, il sait que c'est la mort de ses hommes, donc il cultive un jardin. Alors, il faut imaginer que Samuel de Champlain cultive un jardin à Place Royale. Et à l'époque où c'était peut-être un petit peu moins ce que c'est aujourd'hui, là, il y a un de ces hommes qui vient le voir et qui dit « Il y a un complot contre toi. » Il y a un serrurier. C'est important, les serrures à l'époque, qui s'appelle Jean Duval, je me rappelle au moins du nom de celui-ci, qui a un complot. Il veut que tu meurs et ils vont te voler la traite des fourrures. Ils vont donner ça aux Basques et aux Espagnols qui faisaient la traite des fourrures dans l'Atlantique, à partir de l'Atlantique et tout ça, puis qui n'étaient pas contents de voir les Français arriver du côté de l'Amérique parce que là, il allait avoir... il était plus à l'intérieur des terres, il y avait accès à d'autres populations autochtones pour la traite des fourrures. Disons que les Basques n'étaient pas très contents de voir arriver Champlain et ses hommes. Donc, il y a vraiment eu, effectivement, un complot qui visait à assassiner Samuel de Champlain. Mais parce qu'un de ses hommes a parlé, ben là, il a dit, garde, va prendre une bière avec 3 ou 4 d'entre eux. C'était peut-être plus de l'eau de vie, je sais pas. Fais-les parler, puis s'ils osent révéler le complot quand ils vont être bien sous, ben, on va les arrêter. Puis comme ça, ben, on va savoir c'est qui vraiment qui est derrière tout ça. Et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient bien sous, puis ils ont révélé, en fait, tout le complot. Et M. Duval, dans le fond, c'est la première exécution de l'histoire de Nouvelle-France. Oh! Ah oui, il est mort. Lui, il est mort. Le serrurier, Le serrurier, il est mort. Ah ouais? Mais ils n'ont pas, tu sais, dans le sens qu'il y avait le complot, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'essai physique, c'est ça. Ouais. Mais y en a-tu eu des essais physiques? De ce que j'en sais directement sur lui, non. OK. Mais d'autres complots, c'est possible. Puis tout ça parce qu'il cultivait un jardin. Non, parce qu'il a fondé Québec, il y a un comptoir de traite des fourrures qui a fait suer les Basques et les Espagnols. Je comprends. OK. Bien, tu vois, je ne savais pas. On apprend des choses. Ça non plus, dans vos cours d'histoire secondaire 4, ils vont juste vous dire Champlain, 1608, c'est fini. Ben oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis le pont aussi. C'est les deux choses qu'on apprend. C'est les deux choses. Ben oui. Le pont, Champlain. Voilà. Ah oui? C'est ça. Pourquoi il s'appelle Champlain? À cause Champlain 1608. C'est ça. Nous, c'était ça. Alors, Catherine Dallaire nous demande ben garde encore. Selon vous, où se trouverait la dépouille de Samuel de Champlain? Moi, je suis pas mal certaine qu'elle est sous la basilique cathédrale, ici, Notre-Dame, en haut de la cour de la Fabrique, à côté du Simons. J'aurais tellement aimé ça que tu dises qu'elle est ici, à la pyramide de Sainte-Foy. Ça aurait été... Justement, elle est ici! Clac! Reveal! C'était tellement le centre de la vie à l'époque de Samuel de Champlain, ici. Ouais, non. Il y a des gens qui peuvent le chercher ailleurs. Essentiellement, ce qu'on sait, c'est que quand il est mort, Noël 1635, si je me trompe pas, il y avait une chapelle. Puis là, on s'entend qu'on est dans le coin de la Place Royale, Vieux-Québec et tout ça, côte de la Fabrique. Ça, je dis le Simons. D'habitude, c'est un bon indicateur. Ou la boutique de Noël. Vous savez, ce secteur? La grosse basilique cathédrale qui est dans les deux, finalement. On pense qu'il y avait la chapelle
qui a été incendié comme tant de bâtiments religieux de l'histoire du Vieux-Québec qui étaient en bois et s'ils étaient isolés avec du crin de cheval, bien, une petite étincelle, puis boum, ça volait en fumée. Oui. Donc, dans les catacombes en dessous de notre basilique cathédrale, il y a des vieux, on pourrait dire des espèces d'ossuaires où on a ramassé les ossements justement des anciens cimetières dans le secteur et tout ça, puis on a mis ça dans des boîtes, puis c'est tout mélangé. Je suspecte qu'il est là, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a vraiment un tombeau identifié, qu'on va le trouver vraiment là, au complet. Puis là, vous allez me dire, mais comment on va savoir si c'est pas écrit son nom dessus que c'est lui? On peut pas parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Donc, même du point de vue de l'ADN, on ne pourra jamais, en fait, identifier Samuel de Champlain. Voilà. Hey, je savais pas ça, qu'on ne pourra jamais... Mais ça me semble très irrespectueux de mettre tout le monde dans des boîtes. Bien, au moins, les ossements sont en dessous d'un lieu saint. Puis juste de storer ça. Il aurait pu jeter dans le fleuve, tu sais. Ben, effectivement. Mais imagine que t'es la personne... Ils l'ont peut-être fait aussi. Non, mais imagine que t'es la personne la plus introvertie du monde, OK? Que t'aimes ça être seule. Puis là, tu te ramasses pour l'éternité dans une boîte à chaussures avec genre 14 autres personnes. Imagine ton tibia qui côtoie le bassin d'un inconnu. Ben c'est ça, c'est un cauchemar, absolument un cauchemar. Mais fait que, bref, si vous allez dans le bout du Simon, je vais garder l'œil ouvert. Ça se pourrait que vous tombiez sur Champlain. On a une... Et là, on n'a plus beaucoup de temps, puis il nous reste quand même quelques... OK, on y va avec... Il y a des rumeurs que... Je fais ça vite, je fais mon possible, là, cette fois-ci. Tu peux me donner un petit peu de crédit. Ben oui, t'es super bonne. Renforcement positif, c'est full important. OK, tout le monde n'oubliez jamais ça. T'es bonne, Evelyne. T'es tellement bonne. Je suis vraiment impressionnée. Je fais juste un effort pour parler, moi. Okay. T'es full bonne. Alors, Nathalie Lavoie nous demande, il y a des rumeurs que le tombeau de Toutankhamon et même le masque n'ont pas été faits pour lui. Fait que c'était pour qui? Ce serait pour Néfertiti. Mais ça, c'est la théorie d'un seul égyptologue britannique qui s'appelle Nicola Reeves. Okay. Nicola Reeves, en fait, est arrivé avec cette théorie-là parce que, vous savez que Toutankhamon est le fils d'Akhénaton. Et non, il n'est pas un extraterrestre, même si ses œuvres d'art sont étranges. Avec Hatshepsut? Non, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Akhénaton, donc, qui a une épouse royale, Néfertiti. Oui. Mais il y a aussi des concubines. Et Toutankhamon est né de son union avec une concubine et non pas avec Néfertiti. Mais bon... Akhénaton meurt, on détruit sa capitale, on l'haït, ça va pas très bien, on lui fait subir la damnation mémoriae, on efface son nom partout. Et la suite, avant que Toutankhamon soit en âge de régner, est un peu floue. On sait qu'il y a eu le général Horemheb et le prêtre Haï qui vont gérer pour que quand Toutankhamon va être petit. Mais avant eux, on a un petit flou. Nicola Reeves a toujours dit que un des noms qu'on a vu comme de gestionnaire, il pense que c'est Néfertiti qui a assumé le rôle de pharaon, mais qui a pris un nom d'homme. Et il dit, comment un jeune pharaon de 19 ans aurait-il pu avoir un trésor aussi massif? Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour l'accumuler. Il y a une partie qui peut venir du trésor de son père, mais il y a aussi le fait qu'il trouve que le masque est un peu féminin et on voit qu'il y a eu des retouches sur le masque et il est parti de cette théorie-là pour dire le trésor de Toutankhamon en partie était celui de Néfertiti qui a vraiment été un pharaon. Improuvable pour l'instant. Et c'est à cause de lui qu'on a amené des caméras, puis on a fait du géoradar dans la tombe de Toutankhamon parce qu'il y avait une cavité, puis on pensait qu'il y avait peut-être une pièce derrière. Finalement, on se rend compte que non. C'est peut-être juste un espèce de trou quand ils ont fermé le tombeau, mais il n'y a pas assez d'espace pour qu'il y ait une autre chambre funéraire derrière le tombeau de Toutankhamon. Il y a eu plein d'expertises par rapport à ça. Tout ça, c'est parti de sa théorie à lui. Fait que c'est un seul dude. Genre, moi, j'aurais pu tu sais que tes amis, les Russes, là, oui. Dans leurs agences de voyage russes, des fois, ils font des visites guidées en Égypte pour visiter le tombeau de Néfertiti. Je suis tout à fuck, où? Je veux dire, comment ça se fait que vous autres, vous faites visiter le tombeau de Néfertiti? Ils ont une exclusivité. Ils sont courants. Mais ça veut dire que, mettons, moi, bien motivée, je pourrais faire « Hey, la gang, j'ai une idée. Samuel de Champlain, je sais, il est où? Il est... » comme c'est ça, c'est un seul garçon. Oui, mais c'est un égyptologue quand même scientifique. Puis, je veux dire, il a publié vraiment des bonnes théories là-dessus. Ce qui est arrivé, c'est que l'idée plaisait tellement que les grands médias se sont intéressés à ça, ce qui fait que le public, des fois, qui lit juste les grands titres, le tombeau de Néfertiti est-il derrière celui de Toutankhamon, ne liront pas l'article. Puis là, des fois, ils vont m'astiner, ils vont dire « Oui, on l'a trouvé, le tombeau de Néfertiti, j'ai lu un article là-dessus. » Non, tu as lu juste le titre. On ne lit pas que le titre. Mais c'est très cool que des gens qui n'ont aucune qualification t'ostinent, toi. Une égyptologue. C'est vraiment... aucune idée. Regardez juste. Il y en a de moins en moins, mais sur ma page, Evelyne Ferron, une historienne, des fois, quand il y a une nouvelle sur l'Égypte ou les pyramides, il y a toujours un ou deux commentaires que je réponds pas. Non, Evelyne, je ne tomberai pas dans cette boîte de Pandore. Laisse les gens s'exprimer. Ne réponds pas.
Ne mets pas le doigt dans l'engrenage. Non. C'est bon, ça. C'est de la sagesse, Evelyne. Et que c'est pas que je suis stupide, c'est que je sais que ça vaut pas la peine d'embarquer là-dedans. Et là, on a le temps pour une dernière question. Oui, ça passe vite. De Jen Saint-Cyr qui nous demande quand l'humain a commencé à domestiquer les animaux. Mais là, attends. Non, mais attends. Il y a quand même une suite. Je comprends les raisons du travail, tu sais, genre les chevaux, les moutons, les vaches et tout. Mais tu sais, tout ce qui est autre, genre poissons, oiseaux, chiens, chats. Ceux qui ont des poissons, là, qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que tu joues avec ton poisson? Seigneur, que je comprends pas à quoi ça sert un poisson. Quand est-ce que tu le flattes? Quand est-ce que t'es comme, hey, je me suis collée avec mon poisson, ça a calmé mon anxiété? Tu sais, tu comprends? Je comprends pas. Quand est-ce que c'est apparu, ça? Différentes époques, différents pays. Le chat, c'est très ancien. On pense de plus en plus qu'aussitôt qu'on a commencé à faire de l'agriculture, donc on va remonter dans les années à peu près, que vraiment on a des villages établis et tout, là, peut-être 8000 avant notre ère. Là. Le fait de stocker du grain, c'est sûr qu'il y avait des petites souris qui venaient manger le grain. Et là, on n'aimait pas ça, parce que même si on avait des genres et tout ça, une souris, ça rentre dans un trou quand même assez petit. Et là, les chats sauvages ont commencé à venir manger les souris, fait qu'on a commencé à nourrir les chats pour qu'ils tuent les souris, pour qu'on conserve notre grain, parce que le chat, il mange pas le grain. Alors, on est pas mal certain que c'est comme ça que le chat domestique aurait été domestiqué. Puis, en même temps, non seulement il coûtait pas cher à nourrir, il mangeait les souris qu'on voulait pas, mais en même temps, quand il était content, il venait ronronner. Puis, tu sais, c'était une époque où, à l'intérieur des maisons, même s'il y avait du poil, il y avait tellement d'autres choses que, tu sais, c'était plus pas un problème. Ça m'écoeure! Ça restait pas un problème. Alors que le chien, peut-être plus ancien. Oui. En fait, là, on remonte beaucoup plus à la préhistoire. Et j'aime bien les memes sur Facebook où vous voyez des... Je sais pas si vous les avez déjà vus, là, mais il y a des loups, genre, qui sont comme « Ah, mais tu sais, si on s'approche de ce campement-là pour de la nourriture, c'est quoi le pire qui peut nous arriver? » Puis après ça, vous avez la photo, genre, de chiens qui se sont fait tricoter une bonnette, là, puis ils ont l'air de... Bon, que la domestication s'est mal passée, finalement, à l'extrême. J'aime cette image parce que c'est un peu ça. C'est le fait qu'on comprend que les loups, à un moment donné, vont s'approcher parce que les hommes chassent, il y a de la nourriture intéressante, puis lentement, mais sûrement, on va réussir à les apprivoiser en leur laissant un petit peu de nourriture, parce que le loup, il fait quoi s'il y a un danger? On est averti. Donc, système d'alarme. Le chat tue les souris. Le chien, ce qui va devenir le chien, est un système d'alarme. Et c'est comme ça que ce rapprochement-là va se faire et qu'enfin, ils s'entraident. Pour les loups, ça devient de la bouffe facile. Il y a moins de chasse. Pour les hommes, ça devient des systèmes d'alarme puis une protection, alors qu'ils sont souvent dans des grands espaces sans abri, justement, vulnérables à peu près tous les dangers. C'est pour ça que même ceux qui ont traversé ici, en Amérique, ils sont venus avec des chiens. Puis on est capable, par nos plus anciennes races de chiens, de faire des liens avec la Sibérie. Puis les perruches. Bon, là, ça va plus tard. Là, on s'en va à l'époque coloniale. Là, on s'en va au 17e, 18e siècle. On peut s'en aller peut-être vers la Renaissance aussi, les Italiens, tout ça, quand on va être dans les palais, puis que là, les pauvres dames sont confinées à la maison. Elles n'ont pas le droit, elles, de chevaucher aussi librement que les hommes, ne travaillent pas, doivent étudier dans leur salon, puis s'ennuient. Là, on va tout faire pour que l'ennui ne devienne pas une dépression. Donc, on va leur fournir... Des oiseaux? Oui, parce que ça chante, c'est mignon, ils peuvent les nourrir, on peut les garder en cage, ça fait de la compagnie, ça laisse, il y a un peu tout ça. Puis il y a le fait qu'à un moment donné, par le voyage, ces grandes familles-là veulent aussi ce qui est exotique, fait qu'on collectionne ce qui est exotique. Prends qu'à l'Empire romain, on suspecte qu'il y a peut-être même dans les villas romaines des gens qui ont gardé des oiseaux exotiques. Ils n'ont pas dû survivre longtemps, mais ça a dû arriver. Donc l'exotisme explique beaucoup les oiseaux, en fait. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit plus exotique, puis que la perruche est petite, est mignonne, est facile à nourrir, puis ça ne dérange pas de rester dans sa cage. Ma meilleure amie, quand j'étais plus petite, elle avait une perruche, puis genre, elle était en liberté dans sa maison. J'ai toujours haï ça. Puis là, des fois, tu soupais, puis là, comme elle venait à sa table, puis elle mangeait du riz dans ton assiette, puis j'étais comme, pour vrai? Donnez-moi un mouchoir que je l'écrase. Ça va s'appeler maintenant Evelyne et Gabriel haïssent. C'est le nouveau. On va changer le nom du podcast. On n'aura pas le temps de répondre à plus de questions. On va les garder pour d'autres balados, parce qu'on est en train d'enregistrer la saison 3. On a 4 épisodes d'enregistrer déjà. Celui-ci, notre 5e. Une belle saison qui va dans toutes les directions. Fait qu'on a bien hâte de vous présenter ça à l'automne. Donc, soyez patients. On est en train d'enregistrer ça. On va terminer en vous disant merci d'être venu nous voir. Merci pour mon baptême de festival d'humour. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous à la maison qui nous écoutez. Merci de nous avoir envoyé des sujets. On adore ça. Merci de mettre des mimes historiques aussi sur notre groupe Facebook qu'on vous encourage à venir rejoindre. Evelyne et Gabriel font un podcast. Et sur ce, Evelyne, merci et bravo. Merci. Bravo à toi aussi d'avoir réussi à garder notre temps bien contrôlé. Pas pire, hein? Ouais, Pas pire. tu commences à me connaître. Ça va, Ouais. c'est l'expérience qui... le choker est bien... Alors, sur ce, on vous souhaite une super belle soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir! Bye!